Survenu le 18 août 2020 dernier, le coup d'État militaire condamné par la communauté internationale est apprécié par bon nombre de Maliens. Écoutons-le. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Ibrahim Boini Adjaouakoui, président du collectif Tombouctou réclame ses droits. Alors, monsieur Ibrahim, que pensez-vous du coup d'État, ce qui s'est passé le 18 août 2020? Du point de vue de nous autres qui sommes des républicains et des démocrates, nous ne pouvons nullement cautionner un coup d'État et nous ne pouvons pas prendre parti dans un coup d'État. Ce qui s'est passé, c'est l'entêtement d'un homme qui s'est soldé par son départ. En fait, le président Ibrahim Boubacar Keïta pouvait faire gagner à la démocratie malienne une autre sortie plus honorable que celle à laquelle nous avons assisté en acceptant tout simplement de rendre sa démission. Je pense qu'Ibeka a voulu ce qui lui est arrivé. J'ignore les raisons peut-être qui lui ont poussé à vouloir cela, mais c'était quelque chose qu'on pouvait éviter. Ce que je pense que c'est une leçon historique que nous venons de donner au chef de l'État, une leçon qui sera pour les générations futures, que le Mali en général n'est pas un pays de personnes qui se soumettent, des personnes qui te laissent faire ce que bon te semble. Voilà, donc c'est une leçon historique pour moi. Moi je dirais que démocratiquement, toute forme de coup d'État doit être condamnée. Pour tout démocrate, je crois que le coup d'État, ça doit être condamné. Mais en ce qui concerne le cas de notre chère patrie, le Mali, ces coups d'État, on peut dire, il fallait ces coups d'État, très sincèrement. Il fallait ces coups d'État dans la mesure où il n'est pas un secret que depuis pratiquement le second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, le pays était traversé par de nombreuses crises, différents ordres, une crise sociale, économique, etc. Tout Malien qui s'intéresse un peu de la vie de sa nation peut apprécier ce coup d'État aujourd'hui, parce que très sincèrement, il fallait ça. Je ne pourrais même pas appeler ça réellement, c'est pas un coup d'État. C'est que le président avait faibli, il n'y arrivait plus. Les militaires ainsi que la société civile ont eu à faire des pressions sur lui parce qu'il ne pouvait plus tenir et la situation était vraiment désespérée. Et donc, au contraire même, ils l'ont soulagé lui-même du poids du pouvoir. Il n'y arrivait plus, ce n'est pas un coup d'État véritablement parlé. Un coup d'État est par essence condamnable. Mais quand il y a beaucoup de facteurs qui se mélangent à la chose, alors on est obligé, surtout que c'est déjà consommé. Donc maintenant, ce n'est plus à condamner, n'est pas condamné. Maintenant, c'est trouver la solution, comment sortir de l'impasse. Parce qu'on était à un moment donné dans l'impasse totale. Maintenant, il faut chercher à sortir de cette situation-là. Bien sûr que c'est un coup d'État. Dans la mesure où le président de la République a été contraint à démissionner, c'est bien sûr un coup d'État. En principe, selon moi, quand même, le coup d'État est salutaire parce que vraiment, au moment de son intervention, vraiment le pays était complètement à l'arrêt. C'était vraiment nécessaire de réagir. Donc s'il le fallait, par le coup d'État, quand même moi je salue vraiment le coup d'État. Alors, quelles doivent être leurs priorités? Les priorités divergent de zone en zone. Quand on prend le Mali dans sa globalité aujourd'hui, je ne connais pas un secteur qui fonctionne correctement. Malheureusement, il n'y a aucun secteur qui fonctionne correctement. Donc, les questions sur lesquelles cette transition doit se plancher sont multiples et générales. D'accord? Mais la question sécuritaire demeure néanmoins plus qu'inquiétante, surtout pour les parties septentrionales de notre pays. Tombouctou, Gao et les autres régions souffrent énormément de terrorisme lié à des narcotrafiquants, à des groupes séparatistes, à des groupes armés légalisés par le pouvoir précédent, par des mouvements terroristes. Donc,
il faut s'attaquer vraiment à la question sécuritaire. Et si réellement les jeunes du CNSP sont de bonne foi et qu'ils sont capables de faire mieux que les anciens généraux auxquels ils ont pris ce qu'on peut appeler une espèce de revanche, ils doivent démontrer militairement qu'ils sont capables de recouvrer l'intégrité du territoire. Les priorités, je crois que d'abord, il y a un accord qui est là et qui a été signé en 2015. Et cet accord peine à être appliqué. Je crois que les militaires eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils vont continuer à mettre tout en œuvre pour que cet accord soit appliqué. Même si la teneur de cet accord ne répond pas effectivement à l'assentiment, à l'aspiration de bon nombre de citoyens. Donc il y a un accord qui est là, il faut l'appliquer. Et il y a aussi la question sécuritaire qui est là. Très sincèrement, il faut que bon, même si le temps ne va pas leur permettre de pallier tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait une nouvelle sécurité qui fasse tout pour que la sécurité revienne le plus vite possible. La priorité surtout, c'est le plan sécuritaire surtout. Parce que si tu vois qu'on exerce une certaine forme de pouvoir, il nous faut un territoire déjà. Le territoire est menacé de tous côtés. Donc il faut réellement relimiter les frontières de notre territoire. Et puis les frontières aussi, renforcer la sécurité sur le plan des frontières, à l'intérieur, à l'extérieur, et puis les coopérations aussi avec les autres pays amis. D'un commun accord, ils doivent tout faire réellement pour mettre fin à ce djihadiste-là qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on a l'impression que ça n'en finit pas. C'est une hydre à plusieurs têtes. On coupe une tête et une autre tête pousse. Donc, il faut réellement, c'est le plan sécuritaire. Moi, la véritable priorité selon moi, c'est sur le plan sécuritaire. La priorité aujourd'hui, c'est de faire un audit du pays, un audit institutionnel, un audit financier, même l'audit des ressources humaines, pour évaluer notre capacité réelle. Combien reste dans la caisse et comment faire pour alimenter la caisse, qui faut-il pour bien gérer. Voilà, l'audit permet de dégager des pistes de solutions pour pouvoir identifier vraiment des propositions importantes qui puissent nous permettre de sortir de la crise. Donc, à mon avis, aujourd'hui, la première priorité, c'est d'abord l'audit de l'État. Et ensuite, maintenant, procéder à des réformes profondes. Tout le monde parle de la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on reproche effectivement et réellement à la Constitution? Difficilement les gens répondent à la question. Donc il faut qu'on revoie tous nos textes en profondeur pour pouvoir faire des réformes vraiment nécessaires qui puissent nous permettre de rebondir. Il ne faut pas qu'on sorte en 2012, on ne tombe pas. À peine on se relève en 2013, on tombe bas encore en 2020. Ça veut dire que ce qui a été fait en 2012 n'était pas bon. Ce qui a été fait en 2013, entre 2012 et 2013, vraiment ce n'était pas bon. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs. L'une des priorités en tout cas, selon moi, ça doit être l'éducation, la santé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de coronavirus, véritablement. Même si on a permis qu'il y ait les marches et tout ça, il ne faut pas oublier le fait que le coronavirus existe également. Et l'éducation, surtout, ça fait 2 ans maintenant que les enfants ne vont pas à l'école. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Il faut véritablement mettre le curseur sur la crise au nord du Mali, sur l'éducation et véritablement sur la santé. Voilà. Bon, à l'instant T, quand même, moi je pense qu'il n'y a pas de priorité. Il faut une refondation totale, et remettre tout en cause et partir sur une nouvelle base. Mais quand même, la transition, bon, la priorité, ça peut porter sur vraiment la crise scolaire et le problème du Nord. Mais sinon, à mon avis, quand même, ça doit être une refondation totale, franchement.
Là, on tend vers la transition. Vous, personnellement, vous êtes pour quel genre de transition? Une transition qui soit gérée par les militaires ou par un civil? Bon, à mon avis, moi, je préfère une transition militaire parce que vraiment, les civils nous ont un peu déçus. Hein. Moi, je pense que la transition doit être en principe mixte. Confier les postes de responsabilité comme la défense et la sécurité aux militaires et véritablement permettre aux civils d'être à la commande du pays, ce qui leur permettra de dialoguer avec la communauté internationale et tout. Oui, je serais plutôt tenté vers une transition qui soit gérée par des militaires parce qu'à l'heure actuelle, il faut une certaine rigueur dans le pays maintenant. Bien sûr, on ne va pas mettre les civils totalement de côté, qui seront aussi à côté de ces militaires-là, mais il faut quand même une certaine poigne de fer dans le pays à l'heure actuelle. Vu le nombre vu la corruption, vu l'insécurité généralisée, donc vraiment un peu de pression aussi ne nous fera pas de mal aussi. Je suis plutôt pour une transition militaire. Moi personnellement, sur ce sujet, je pense que les gens sont en train de trop tergiverser. Les militaires ont fait leur coup d'État, ils n'ont qu'à s'assumer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ceux qui se disent, bon, c'est nous qui avons créé les conditions. Oui, mais il y a aussi des gens aussi qui ont risqué leur vie. Maintenant, à mon avis, qu'ils s'assument. C'est vrai que ça va être très très difficile. Et d'ailleurs, ça c'est mon souhait, que les militaires s'assument et gèrent leur transition. Maintenant, il faut que les politiciens, parce que tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de ces politiciens-là. C'est parce qu'ils ont très mal géré le pays. Depuis la chute de Moussa Traoré jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Hein, à part l'escroquerie, le détournement, rien ne marche. Maintenant, c'est parce que si on arrive à cette situation, même ceux qui se disent que bon, c'est nous qui avons créé les conditions, mais ils sont fautifs, ils sont comptables, parce qu'ils ont été à un moment donné de l'histoire des gestionnaires de l'État. Et s'ils avaient tous bien fait, on n'allait pas connaître cette misère de la population. Aujourd'hui, il faut être réaliste, les gens vivent totalement dans le dénouement. Vraiment, et ça, il faut que ça s'arrête. Et pour ça, il faudrait que les militaires gèrent aussi longtemps que possible le pouvoir. Moi, ça ne va pas peut-être plaire à beaucoup de gens, mais moi personnellement, cette fois-ci, moi je préfère que cette transition soit dirigée par les militaires. Pourquoi par les militaires? Oui, par les militaires parce que ce n'est pas un secret. Les politiques ont montré leurs limites. Ils ont atteint leur seuil d'incompétence depuis plus de 20 ans. Donc, si cela s'avère vrai, il faut laisser ces militaires diriger cette transition, même si ils seront assistés par certains technocrates. Je veux dire des gens qui... Il y a beaucoup de personnes ressources dans l'homme qui ont montré leurs preuves dans le temps passé. Donc ils peuvent associer ces gens-là aux militaires afin de vraiment diriger cette transition et pour que cette fois-ci, les fondements même afin qu'on pose vraiment un nouveau soubassement de cette nation. Alors pour la durée, vous proposez combien de mois, combien d'années? Moi je pense que la durée n'a pas beaucoup d'importance. À partir du moment où les gens peuvent se mettre ensemble pour faire du Mali un pays prospère et tout, 1 année, 2 ans, 3 ans, je pense que ça va dépendre véritablement des uns et des autres. Ça va dépendre véritablement des différentes propositions. 1 année, 2 années, 3 ans, tout ça, ça me va quoi. La durée n'est pas pour moi un problème en réalité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'année 2020, c'est fini. Donc, nous demander de faire 1 an, c'est-à-dire on est en septembre, de septembre en septembre, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et quand on prend la Constitution du Mali, il y a une date à laquelle le président est censé prêter serment. Hein, je pense que ça doit être le 8 juin, un truc de ce genre. C'est écrit même dans la Constitution, si je ne m'abuse pas. Donc, il faut nous renvoyer à ça. Parce qu'en 2012, il y a une rupture. Maintenant, il faut nous renvoyer à ça. Et techniquement, si on calcule, ça fait 1 an et 6 mois. L'année budgétaire de 2020, 2021, peut-être même c'est presque sur le point d'être bouclé. Donc techniquement, quand même, ce qui est préférable, on doit organiser à la fois une révision constitutionnelle, on doit organiser
des élections présidentielles, des élections législatives et des élections municipales dans plus de 59 communes qui n'ont jamais eu de maire depuis 2009. Donc quand vous prenez tout ça, vous demandez à des gens de le faire en un an. Mais sérieusement, vous ne voulez pas qu'ils le fassent. Vous voulez plutôt qu'ils le bâclent et qu'ils partent. Donc ce qui est préférable aujourd'hui, c'est d'éviter ce que nous avons fait en 91, de proposer à ces gens-là de prendre le temps de faire ce pourquoi nous les avons pris. Voilà, 1 an, 6 mois, pour moi, c'est raisonnable. Bon, 16, 2 ans maximum. 16 mois, 2 ans maximum. Ça ne doit pas dépasser ça. Par rapport à la durée, moi, je pense qu'il faut le reste du mandat à ces gens-là pour pouvoir vraiment poser quelque chose de concret afin que cette transition ne puisse pas vraiment être similaire à celle précédente. Le minimum 3 ans, sinon même 4 ans, 5 ans. Il faudrait que les politiques souffrent pour retrouver le pouvoir cette fois-ci. Voilà. La durée, je ne pourrais pas dire une durée exacte, je ne saurais vous dire la durée exacte à mettre en place, mais le temps qu'il faudra. Il ne faut pas précipiter les choses et il faut laisser les choses venir et le temps qu'il faut. Parce que si on met une durée précise, il ne faut pas le faire dans la hâte, il faut laisser le temps au temps. Et au moment opportun, on décidera et on choisira nous-mêmes.